Monsieur le conseiller en éducation du président de la République, Dr Omar Dia, secrétaire exécutif du Sud-Est, enseignement supérieur, Dr Awayad, présidente du comité d'organisation, Dr Godwin Moranga, secrétaire exécutif du CODESRIA, Monsieur le représentant de Osiwa qui nous écoute en ligne, Dr Diaouné, secrétaire général national du Sud-Est, représentant la CSA, Monsieur le secrétaire général du Sud-Est ESR, je l'ai déjà cité, Mesdames, Messieurs les représentants des syndicats d'Afrique, d'Europe et des États-Unis présents à cette conférence, Mesdames et Messieurs les représentants des syndicats étudiants, Mesdames et Messieurs les participants, tout protocole respecté. Permettez-moi tout d'abord de vous adresser les salutations respectueuses et distinguées de Madame Gabriela Ramos, adjointe à la directrice générale de l'UNESCO, en charge du secteur des sciences humaines et sociales, que je vais appeler SHS, et du docteur Dimitri Sanga, directeur du bureau régional multisectoriel de Dakar, que nous appelons BREDA, qui est actuellement en mission, ainsi que mes salutations propres. Vous me permettrez aussi de féliciter la section sud-est de l'enseignement supérieur et d'adresser par avance nos compliments aux panélistes et à toutes les personnalités qui participeront aux différentes sessions de cette conférence. J'aurais voulu vous rappeler que l'UNESCO est reconnue et se définit au sein des institutions onusiennes comme un laboratoire d'idées. À travers nos 5 secteurs de programmation, l'UNESCO est la branche de l'ONU qui s'occupe des sciences exactes, de l'éducation, des humanités et sciences sociales, de la culture, de la communication. Et vous comprenez pourquoi l'UNESCO a été longuement cité ici. Parce que nous ne pouvons pas ne pas nous préoccuper de ce qui nous concerne. Le travail de l'UNESCO s'inscrit de façon générale dans l'optique de réduire l'écart entre ce qui est actuellement et ce qui devrait être. Et dans cette perspective, c'est notre secteur SHS qui a la triple fonction de définir le souhaitable, de prévoir le possible et d'étudier l'existant. C'est pour ça que la mission de SHS est de faire avancer les connaissances, les normes, la coopération intellectuelle, afin de faciliter les transformations sociales porteuses des valeurs universelles de justice, de liberté et de dignité humaine. Les sciences sociales ont un rôle primordial à jouer en aidant à comprendre et à interpréter le contexte économique, social et culturel. Elles alimentent la recherche, déterminent et analysent les tendances et proposent les modes d'action. C'est pour cela que SHS, au sein de l'UNESCO, est sur la ligne de front pour toutes ces recommandations qui ont été évoquées et d'autres. Vous conviendrez donc que dans cette dynamique, pour créer les conditions du vivre ensemble dans la dignité et la prospérité, il est fondamental pour nous de parler de liberté tout court d'abord, de liberté de penser, de liberté d'informer, de liberté de communiquer, par-dessus tout, je pense, en ces périodes de pandémie. Je pense que la configuration de la conférence nous montre déjà l'importance de cette liberté, parce que comme disait Godwin, il est important que beaucoup de personnes nous suivent et ne sont pas dans cette salle. Mesdames et messieurs, la présente conférence, dont l'objectif est de mobiliser les syndicats du secteur de l'enseignement supérieur d'Afrique et du monde autour de la défense et de la préservation des libertés académiques, est en droite ligne avec les centres d'intérêt de l'UNESCO, mais de l'ONU, des Nations Unies en général. En effet, dès le préambule de la recommandation de 1997,
l'UNESCO réaffirme le rôle décisif du personnel enseignant du supérieur dans le progrès de ce secteur et l'importance de sa contribution au développement de l'humanité et de la société moderne. Elle est consciente de la nécessité de réformer le secteur pour l'adapter aux mutations sociales et économiques, tout en donnant au personnel enseignant un rôle moteur dans ce processus. Sans détour et en toute franchise, notre organisation clame sa préoccupation face à la vulnérabilité de la communauté universitaire à l'égard des pressions politiques indésirables qui pourraient porter atteinte aux libertés académiques. Au regard de l'UNESCO, le droit à l'éducation, à l'enseignement et à la recherche ne peut s'exercer pleinement que dans le respect des libertés académiques et de l'autonomie des établissements d'enseignement supérieur. L'UNESCO considère également que la libre communication des résultats, des hypothèses et des opinions se trouve au cœur même de l'évolution de ce secteur et constitue la garantie la plus solide de l'exactitude et de l'objectivité du développement du savoir et de la recherche. On est un chercheur pertinent que quand on évolue dans un contexte de liberté, liberté de dire, de prouver. C'est donc fort de ces constats que notre institution s'est toujours souciée d'assurer aux enseignants du supérieur une condition qui soit à la mesure de leur rôle. Chers collègues, j'allais dire chers camarades, bien avant l'horizon des années 90 et au-delà même de l'UNESCO, c'est l'ONU tout entière qui, à travers notre institution et d'autres agences sœurs, comme le BIT, c'est entre autres doté de divers instruments qui alimentent aujourd'hui le référentiel des syndicats et des autres acteurs pour les libertés académiques. Ainsi, la Convention de l'UNESCO concernant la lutte contre les discriminations dans le domaine de l'enseignement de 1960, c'est-à-dire au moment même des indépendances en Afrique, reconnaît qu'il incombe à notre organisation le double devoir de proscrire toute discrimination en matière d'enseignement et de promouvoir l'égalité des chances et de traitement pour toute personne à tous les niveaux de l'enseignement, en ce qui concerne notamment les conditions dans lesquelles celle-ci est dispensée. Dans la même lancée, la recommandation concernant la condition du personnel enseignant a été adoptée en 1966, ainsi que la recommandation de l'UNESCO concernant la condition des chercheurs scientifiques qui a été adoptée en 1974. Il en est de même pour les instruments de l'Organisation internationale du travail relatifs à la liberté syndicale, au droit d'organisation et à la négociation collective et à l'égalité des chances et de traitement. C'est d'ailleurs dans l'optique de compléter les normes internationales énoncées dans les conventions, pactes et recommandations ayant trait aux problèmes qui intéressent particulièrement les établissements d'enseignement supérieur ainsi que les enseignants et chercheurs qui leur sont attachés, que la recommandation du 11 novembre 1997, qui sera largement discutée au cours de cette présente conférence, a été adoptée. À travers cet instrument, l'UNESCO reconnaît qu'en dépit de la diversité des régimes qui s'appliquent dans les différents pays au personnel enseignant du supérieur, sa condition pose dans tous les pays des problèmes de même ordre qui devraient être abordés dans le même esprit et qui appellent dans la mesure du possible l'application de normes communes que cet outil, la recommandation de 1997, a pour objet de définir. Je crois que l'intervention de l'Internationale de l'éducation prouve largement la communauté des problèmes et la nécessaire communauté de la riposte. Chers camarades, je pense réellement que je dois oser le mot, parce que nous sommes des camarades. Pour l'UNESCO, la science est un bien commun. Elle est une composante essentielle de l'effort global des nations pour bâtir une société plus humaine, plus juste et plus inclusif, au service de l'amélioration du bien-être culturel et matériel des générations présentes et futures. Ainsi, fort de son mandat, la conférence de l'UNESCO, la conférence générale, réunie à Paris du 30 octobre au 14 novembre 2017, a encore reconnu que les découvertes scientifiques et les innovations et applications technologiques qui y sont liées ouvrent d'immenses perspectives de progrès qui résultent en particulier de l'utilisation la plus efficace de la science et des méthodes scientifiques pour le bien de l'humanité et pour contribuer à la préservation de la paix et de la réduction des tensions internationales. Cette 39e session
a d'ailleurs été l'occasion de revisiter la recommandation de 1974 et d'adopter la recommandation de 2017 concernant la science et les chercheurs scientifiques, qui sera aussi largement débattue au cours de les présentes assises. À travers ces textes, l'UNESCO insiste sur la responsabilité qui incombe aux États d'assurer l'éducation pour tous en application de l'article 26 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et rappelle en particulier leur responsabilité en matière d'enseignement supérieur, conformément à l'article 13, paragraphe 2 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Mais vous voyez, Godwin a complexifié le débat, parce que la question qui nous interpelle n'interpelle pas seulement l'État. C'est des questions qui interpellent tous les acteurs, mais c'est des questions qui interpellent essentiellement la société. Particulièrement ici en Afrique, où notre société, j'ai l'habitude de dire, a une double mamelle. Un, c'est le patriarcat, et deux, c'est la gérontocratie. On aurait dû aussi nous occuper du statut du jeune chercheur. L'UNESCO est convaincue aujourd'hui plus qu'hier que pour faire face à cette situation, conformément à la recommandation de 2017, les États membres devraient mettre en place ou concevoir des mécanismes pour l'élaboration et la mise en œuvre de politiques adéquates, des politiques qui viseraient à éviter les dangers éventuels et à tirer pleinement parti des aspects positifs des découvertes scientifiques, des innovations et applications technologiques. Félicitations donc au SUDES-SR de vouloir mettre en place un mécanisme. Mesdames et messieurs, ces 2 dernières décennies ont été particulièrement marquées par la pandémie de la Covid-19. Elle a induit une période d'incertitude pour des millions de femmes, d'hommes de toutes les générations, perturbant les écoles et les calendriers scolaires, forçant des entreprises à fermer et exacerbant la précarité de l'emploi et du chômage. Les divertissements et les rencontres sociales, les rencontres aussi de réflexion ont également été sérieusement affectées. J'ai l'habitude de dire que la Covid-19 est une maladie civilisatrice, mais civilisatrice pas seulement dans le sens où c'est toutes les normes, c'est toute la fabrique de la société qu'elle remet en question, mais c'est aussi pour nous qui réfléchissons, la fabrique et la façon dont nous réfléchissons que ça met en question. Et peut-être, en tout cas moi personnellement, j'ai découvert que Internet pouvait être aussi un excellent outil pour travailler. Vous comprenez, je suis toute jeune, pour cela j'étais réfractaire à la technologie, mais Covid m'a forcé. Autour de l'UNESCO, dans le cadre notamment d'une initiative coordonnée par SHS intitulée « Les laboratoires de la Covid », les élites africaines et les universités ont largement contribué à la réflexion et à la production scientifique sur l'éthique et la bioéthique notamment, mais aussi sur la justice sociale, l'inclusion, le respect des droits humains et d'autres thématiques centrées sur l'humain. Notre communauté, je parle maintenant de la communauté des chercheurs, a encore prouvé qu'elle a un réel potentiel pour produire les connaissances nécessaires à la riposte africaine. Toutefois, force est de noter que les défis restent nombreux. Il est impératif de lui garantir les libertés, l'autonomie et les appuis multiformes, appuis financiers, appuis politiques, mais aussi appuis techniques, etc. Chers camarades, chers participants, pour ne pas conclure, laissez-moi rappeler que l'UNESCO est heureuse de se joindre à cette initiative du Sud-Est à plusieurs titres. D'abord, parce que nous sommes une institution spécialisée dans la science, la recherche et l'éducation. Nous sommes une institution particulièrement attachée à l'éthique, aux droits et aux libertés. Nous sommes donc au Sud-Est et dans les autres syndicats, dans notre milieu naturel. Ensuite, parce que nous avons des objectifs communs centrés sur la nécessité d'appuyer la recherche pour informer davantage les politiques publiques. Nous sommes à l'université, comme au CODESIA, chez nous, et comptons l'assumer en contribuant notamment à garantir les libertés académiques et à la pacification des espaces universitaires dans nos États. Enfin, l'UNESCO se félicite de cette nouvelle collaboration avec le Sud-Est qui s'inscrit dans la continuité du soutien de l'organisation et son partenariat avec les institutions de recherche et d'enseignement supérieur, ainsi que leur bras syndical dans les pays de l'Afrique de l'Ouest Sahel. Les autres syndicats aussi sont invités à s'approcher de nous. Nous sommes là pour vous. Je voudrais enfin
rappeler l'importance de ces activités qui mobilisent nos élites pour penser l'Afrique en ces temps de crise multidimensionnelle et nous souhaiter un plein succès dans nos travaux. J'espère que nos synergies permettront de contribuer à l'édification de l'Afrique que nous voulons et de semer les graines qui permettront de construire la paix dans l'esprit des femmes et des hommes. Je ne saurais finir sans nous exhorter à nous protéger. Masques, gants et gel sont à notre disposition. Je vous remercie.